Au-delà des grandes crises que nous commençons à vivre, énergétiques, climatiques, sociales, culturelles, se profile une crise anthropologique sans précédent. Anticiper, vivre, dépasser ces crises implique que nos pas de côté soient accompagnés d'une réflexion permanente sur les causes profondes de nos comportements. Aujourd'hui, l'humanité est à un carrefour. Un chemin mène à l'amertume et au désespoir absolu, l'autre à l'extinction pure et simple. Prions d'avoir la sagesse de faire le bon choix. Le premier chemin est celui où nous errons, le second est celui des éco-totalitarismes qui géreront bientôt famine, révolte, guerre, pandémie. Mais nous pouvons créer un troisième chemin, celui d'une décroissance choisie, allant vers des sociétés imaginant d'autres rapports à la nature, aux choses et aux êtres. Ne pas se dresser contre l'imposture, ne pas la dénoncer, c'est se rendre co-responsable de son éventuelle victoire. C'est pourquoi, avec très peu de moyens, je bricole des films pour la décroissance. Films qui ne prétendent pas illustrer l'opinion de tous les colporteurs de décroissance et objecteurs de croissance. Êtes le changement que vous voulez voir dans le monde. Nous sommes tous embarqués sur le même bateau. Et ce bateau, on dit que lorsque le Titanic a fait naufrage, malgré tout, ceux qui étaient en première classe ont eu plus de chances de s'en sortir dans les quelques canots de sauvetage qu'on a pu débarquer. Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage. On a la bouche au niveau de l'eau et que c'est vraiment maintenant ou jamais. Il y a urgence absolue, écologique et humaine. La décroissance est la problématique centrale de notre époque. Les gens, ils sont à la fois, ils savent qu'on a raison quelque part. Je pense que les gens savent qu'on a raison et qu'ils ne veulent pas l'entendre. Si vous cherchez chez les opprimés, vous trouverez des oppresseurs. Et celui qui n'a personne à opprimer, opprime sa femme, sa belle-mère, son chien. Donc le problème aujourd'hui, c'est pas de dire on va toujours être dans cet antagonisme permanent entre une thèse et une autre, un truc et l'autre. C'est comment éradiquer en nous-mêmes la violence que nous récusons. Nous récusons la violence économique, nous la pourfendons en disant que c'est dégueulasse, etc. Mais nous ne l'éliminons pas nous-mêmes. Donc il y a une contradiction. Moi je vois des gens extrêmement violents et qui sont pourtant pour l'élimination de l'OMC, et des gens staliniens, hein, je veux dire vraiment staliniens, c'est-à-dire avec une violence telle que s'ils avaient le pouvoir, ils vous aligneraient pour vous descendre, quoi. La violence, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est un échec. La violence est le dernier refuge de l'incompétence. On a tous un Hitler en nous et on a tous une Mère Teresa. Il faut avoir conscience de ce personnage. C'est sûr que tant qu'on n'est pas dans des situations extrêmes, on risque peut-être pas de rencontrer ce Hitler. Non, mais il faut juste nous mettre dans des situations assez graves, d'injustice, etc. On verra bien comment il peut sortir. Il peut se manifester dans les couples, avec nos enfants, souvent avec les vulnérables. Et il faut le regarder en face, ça existe en nous. Je pense que la violence économique aujourd'hui n'est plus exercée uniquement par le sommet de la pyramide sociale, mais que petit à petit, ce sont toutes les strates de la population qui exercent une violence sur les couches inférieures de la population. La violence économique aussi, elle est dans
dans d'autres manières. Ce sont des bailleurs qui vont proposer des loyers exorbitants, hors de prix, à des foyers modestes, à des commerçants qui débutent, à des artisans qui débutent. Foucault, il te dit, le pouvoir, il est partout. Voilà. Il est dans la relation que tu as avec ton fils, il est dans la relation que tu as au boulot avec ton truc, il est dans la relation que j'ai avec l'infirmière, il est entre moi et le malade avec mon savoir médical et mon pouvoir. Le pouvoir, il est partout. Donc déjà, il faut s'attaquer à ce pouvoir partout. Essayer chaque fois qu'il y ait de dire, et si on pouvait faire l'économie du jeu de pouvoir, là, si on pouvait aller plus simple, communiquer, nous on le fait beaucoup en cancérologie, on va laisser tout passer ça et on va parler de choses. À un moment donné, quand il te faut dire à quelqu'un les yeux dans les yeux, si notre rôle scientifique c'était de vous empêcher de mourir de cette maladie, c'est râpé. On y va. Aliénation. État de l'individu qui, par suite des conditions extérieures, économiques, politiques, religieuses, cesse de s'appartenir, devient l'esclave des choses. La force du capitalisme, c'est de ne pas être du tout unifié. C'est pour ça que ça me fait marrer tous les apprentis maîtres libérateurs qui systématiquement veulent centraliser la contestation, parce que ça serait la pire chose à faire. Parce que ça serait d'abord un remake de l'Union soviétique, c'est-à-dire l'empire du bien contre l'empire du mal, mais surtout parce que ça serait ne pas avoir du tout, si je peux utiliser l'expression, capitaliser l'expérience du XXe siècle, qui est que le capitalisme n'est pas une unité contre laquelle on puisse boxer. Le capitalisme, c'est nous-mêmes. C'est tout le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'armée, qu'il n'y ait pas des gens qui bénéficient, qu'il n'y ait pas la Banque mondiale. Mais ce n'est pas là qui réside la force du capitalisme. Je trouve intéressante la remarque de Serge Latouche à ce propos, décoloniser l'imaginaire, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Ouais, j'ai abandonné la crêperie, c'est mon propriétaire des murs qui m'a un jour demandé pour me signer un bail 369, alors que j'étais en bail précaire. 10 briques de dessous de table, 100 000 francs français de l'époque, et une augmentation de 3 000 francs mensuels du loyer. Je lui ai dit, t'es fou, je m'en vais, je pars. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Il ne faut savoir ni aimer, ni être aimé, pour éprouver le besoin de gouverner les autres. Avec le profit étant le dogme fondamental autour duquel on a organisé tout le système social, si on ne décrypte pas, si on ne voit pas quels sont les mythes fondateurs de cette idéologie, si on ne les perçoit pas clairement comme étant extrêmement aliénants, comme justement un déni de l'humain et un déni de la nature, peu importe ce qui arrive à la nature ou à l'humain, pourvu qu'on fasse de l'argent. Mais le gagner toujours plus, on sait bien que ça n'est qu'un moyen pour ce qui est le but suprême de consommer. Donc la consommation qui devrait être seulement un moyen pour permettre de survivre, pour s'épanouir pour d'autres choses, est devenue la fin en soi du système. Mais combien de gens sont complètement indifférents à cette contradiction? Ils sont devenus des pousseurs de caddies, quoi. Insatiables, on remplit les caddies, quand on les a vidés, on les re-remplit. Et puis voilà. Consommer pour consommer. Donc on est devenu effectivement des bêtes à consommer, et la consommation comme une drogue, il en faut toujours plus pour n'avoir pas à penser que ça ne peut pas donner de véritable satisfaction. Je suis férocement en colère contre ces idéologies que l'on met en place, qui manipulent l'être humain pour le rendre consentant, jusqu'à cloner les esprits et à faire que l'être humain devient le matériau avec lequel on va produire du profit, parce qu'on va lui dire qu'il n'a jamais assez. Une montre, un agenda, un petit ordinateur, un nouveau meuble Ikea, un petit tour chez le coiffeur, du gel qui colle les cheveux et fait changer de couleur, un papier peint tout bleu pour mettre la bonne humeur, le tennis des polos, et dessus un petit croco, un chat en porcelaine, un nouveau porte-manteau, un Scrabble, un jeu de carry, un bâton, puis un jeu de poker, un nouveau parapluie, du Doliprane, un casse-seltzer, t'en veux, t'en as besoin, même si t'es à découvert, n'attends pas demain, y a des promos d'enfer, allez hop un petit crédit, souris à la caissière, vas-y ça va passer, avec cette petite bière, et puis pour enregistrer la musicologie, ils ont même inventé des cartes son de folie qui, tous les 2 ans, perdent la moitié de leur valeur. Un peu comme ta télé, ta voiture, ton ordinateur, ton home cinéma, ton
ton autoradio, ta petite caméra, ton appareil photo. Depuis que t'es tout petit, on te fout au fond de la caboche. Une vie sans les gros sous et sans tout ça, c'est moche, 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 moche. T'en veux, t'en as besoin, même si t'es à découvert. N'attends pas demain, y'a des promos d'enfer. Allez hop, un petit crédit pour enchir la Chine. Vas-y, ça va passer avec ce tube de vasine. Acheter, acheter, toujours acheter. Telle est la devise. Nous demandons d'avoir le choix, simplement, en tant que citoyen, de décider ou non d'être soumis à une agression publicitaire. À la télévision, nous pouvons zapper, on peut éteindre. Le journal, on peut le fermer. Tous les autres médias publicitaires, nous avons le choix de nos réceptions. Or, l'affichage dans ce format-là est incontournable. Cet enlaidissement du monde, bon, je ne vais pas donner des exemples complètement qui sont des clichés, comme toutes les sorties ou les entrées de grandes villes avec l'accord de temple de la consommation, plus laids les uns que les autres, plus stupides, plus... Mais c'est moche, vraiment, c'est très moche tout ça. Et si c'est moche et que personne ne réagit, ça veut dire que les gens qui vivent là-dedans s'enlaidissent eux-mêmes. Et s'ils s'enlaidissent, ils ne peuvent plus entrer en relation véritable avec les autres. Donc nous demandons à ce que l'affichage publicitaire soit réduit effectivement au même format que l'affichage d'opinion et que l'affichage associatif. C'est-à-dire, en gros, hein, ce format-là, pour toutes les affiches. Voilà. Nous demandons la liberté de non-réception, c'est-à-dire que nous ayons le choix d'avoir ou non les informations. Nous ne pouvons pas éviter, personne ne peut éviter d'être confronté à ces grands panneaux publicitaires qui pour nous constituent une agression permanente. Ce qui nous semble intéressant, important, c'est que nous ayons le choix ou non d'être confrontés à ce genre d'affiches. Alors l'affichage publicitaire impose son message qui pour moi est très critiquable et nous ne pouvons pas nous y soustraire. Le véritable problème pour nous est justement le fait que nous puissions décider ou non d'être soumis à cette pression publicitaire en permanence qui en plus véhicule un message pour les produits de consommation qui bien souvent n'ont aucune utilité. Nous voyons des cadres d'entreprises se suicider, des jeunes lycéennes récemment encore se suicider. Les Français sont les champions toutes catégories de la consommation des antidépresseurs. Ça veut dire que c'est une société qui engendre du mal-être, un mal de vivre, des insatisfactions, du stress. Le travail acharné est le refuge des gens qui n'ont rien d'autre à faire. Le travail, c'est le travail-emploi, c'est-à-dire cette forme d'activité sociale organisée socialement dans le cadre d'une division du travail qui a été imposée avec le capitalisme aux gens qui ont perdu l'accès aux moyens de production, c'est-à-dire, comme l'a défini Marx, le prolétaire est la personne qui n'a pour survivre que la vente de sa force de travail. Où on perpétue le travail comme moyen d'accomplissement, comme moyen privilégié d'accomplissement de soi, alors que dans le même temps, les logiques qui sont à l'œuvre dans le capitalisme aujourd'hui diminuent le travail-emploi, comme je l'ai défini tout à l'heure. Le travail est nécessaire à l'épanouissement quand il a un sens. Et moi, quand je vois les opérations de recrutement par centaines de personnes pour faire pour devenir téléopérateur, téléacteur, télémarketeur, il y a quand même énormément là. J'ai l'impression que la plupart des boulots salariés sont des boulots qui n'ont absolument aucun sens. La question du gâteau à partager, partageons tous un peu. Demandons des emplois, même s'ils doivent être dégueulasses, injustifiés, inutiles. Moi, je crois qu'il faut vraiment remettre ça en question. Le gâteau, il est empoisonné. Le développement de l'emploi pour tous, pour produire essentiellement des choses dont on n'a pas besoin, y compris des services de plus en plus serviles à la personne. Non. Quand on a vendu des cuisines par téléphone pendant 8 heures, le soir, on est effectivement beaucoup plus apte à s'asseoir devant la télé et à se laisser mettre en veille, finalement. C'est ça.
ça permet de laisser les gens sur le mode veille. Je crois que les syndicats ont régressé sur cette question. C'est-à-dire que dans les années 70, même 80, on avait par exemple un syndicat comme la CFDT qui avait intégré le fait qu'un syndicat ne doit pas seulement se battre pour demander du travail à tout prix pour ses membres, mais doit réfléchir à la place du travail globalement dans la société, au rapport entre travail et loisirs, au rapport entre travail et consommation. Défend le travail pour le travail, l'emploi pour l'emploi, que ce soit dans une centrale nucléaire, l'industrie d'armement, etc. Alors peut-être, bon, pour sourire, on pourrait dire, parce que, comme disait Lafargue, le gendre de Marx, un spectre hante le monde du prolétariat européen, mais c'est le mythe du travail. Bon, théoriquement, le progrès vers une société socialiste, communiste, libertaire, comme on voudra, ça n'est pas développer l'emploi pour développer l'emploi. Ce serait plutôt, au contraire, libérer l'humanité du travail inutile. Cette idée de faire bosser les gens 65 ans et à 65 ans et au-delà, je pense que ça part aussi des gens eux-mêmes qui ont trimé toute leur vie et qui n'envisagent pas. Il y a des gens qui sont terrorisés à l'idée de partir à la retraite. Et concrètement, c'est ça, c'est si j'ai plus un travail salarié, je suis qui? Ils ont tellement en fait délaissé leur humanité pendant les 60 premières années de leur vie que du coup, au moment où ça s'arrête, ils sont comme sur le plongeoir et ils hésitent à sauter, quoi. Je vais devoir faire quelque chose de mon existence. Bon, peut-être qu'il faut essayer d'apprendre à vivre avant. Alors après, j'ai des copains qui ont 60 ans qui peuvent pas du tout prendre leur retraite parce qu'ils n'ont jamais cotisé assez et qui me disent non, moi j'ai pris ma retraite quand j'étais jeune. J'avais rêvé d'avoir un beau petit métier, travail digne qui tiendrait chaud, un métier plein d'humanité. J'avais rêvé de m'épanouir, pas seulement de rentrer du blé, de pousser le bel avenir, pas de vivre pour travailler. Mais on m'a dit comme ça, tu dois te lever tôt, ne compter que sur toi, et même changer de peau, bouffer du charabia. Mais on m'a dit comme ça, l'oublier aussitôt, tu dois te lever tôt, pour dormir sous un toit, ne compter que sur toi, apprendre à faire le beau. Et là, j'avais rêvé de voir des vagues et d'écouter le doux vacarme que font les vagues quand elles crèvent sur la jetée. Mais on m'a dit il faut aller vite sur les échelons du mérite, il faut sacrifier jours et nuits pour l'ascenseur de la connerie. Mais on m'a dit comme ça, tu dois te lever tôt, ne compter que sur toi, et même changer de peau, bouffer du charabia. Mais on m'a dit comme ça, l'oublier aussitôt, tu dois te lever tôt, pour dormir sous un toit, ne compter que sur toi, apprendre à faire le beau. Et là, j'avais rêvé de 1000 grâces matinée, de lendemain d'amour qui passe sur mes nuits blanches écoulées. J'avais rêvé d'une autre histoire, que le temps n'était pas faussé par un calendrier barbare qui vient pourrir nos destinées. Mais on m'a dit comme ça, tu dois te lever tôt, ne compter que sur toi, et même changer de peau, bouffer du charabia. Mais on m'a dit comme ça, l'oublier aussitôt, tu dois te lever tôt, pour dormir sous un toit, ne compter que sur toi, apprendre à faire le beau. Mais tout ça, ce ne sont que des rêves, que des chimères de fainéants. Les branleurs font toujours des rêves avant le réveil en pleurant. Pas d'inquiétude à la retraite, on nous laissera perdre la tête, libre d'aller au paradis, dans l'ascenseur de la connerie. On nous dira là-bas, tu dois te lever tôt, ne compter que sur toi, et même changer de peau, bouffer du charabia, l'oublier aussitôt, tu dois te lever tôt, pour dormir sous un toit, ne compter que sur toi, apprendre à faire le beau. Et là,
un exemple de violence économique que moi j'ai subi, convoqué par la NPE dans ma circonscription. Je me pointe au rendez-vous. Au rendez-vous, on me dit, bon, avec votre CV, là, vous pourriez aller travailler à telle grande ville à côté, à 70 km de chez vous, parce qu'il y a une entreprise qui recrute justement dans votre profil. Bon, je dis, super, quel est le nom de l'entreprise? On me donne le nom de l'entreprise. Ah, je dis, mais vous savez que ça fait 3 mois qu'ils ont délocalisé. Bon, oui, mais il y en a d'autres, alors je vois que vous êtes propriétaire de votre maison, ça serait bien que vous la vendiez pour aller travailler, il y a des boîtes d'intérim. On me proposait tout simplement une précarité de plus, quoi. Alors qu'avant, j'avais une précarité de moins, c'était le logement. Je me retrouvais alloué à aller faire de l'intérim dans une entreprise qui soi-disant recrutait, mais que de toute façon, l'intérim, ça reste de la précarité. On me précarisait encore plus. Et on me mettait la pression. Alors comme moi, j'avais travaillé dans le nautisme, je me suis inscrit dans le centre de la France comme marin-pêcheur. Et alors là, j'ai été peinard. Dès qu'il n'existe pas de contraintes, le travail est fui comme la peste. Dis donc, camarade Soleil, tu crois pas que c'est un peu con de donner une journée pareille à un patron? Il y a par exemple des formes de revenus collectifs que sont l'accès gratuit ou semi-gratuit à un certain nombre de choses très importantes dans la vie qu'on est en train de perdre aujourd'hui, c'est-à-dire l'éducation, l'augmentation des factures d'eau, etc. Donc la question du revenu, le débat sur la question du revenu ne fait sens qu'à l'intérieur d'un débat beaucoup plus large sur l'accès à la sécurité matérielle pour les individus et les populations générales. Si on reste dans un système ultralibéral tel qu'on est, où c'est pas les salauds ni les salaudes qui manquent, mais le pognon souvent, je pense qu'on va arriver à un rétablissement d'un système esclavagiste avec tous les moyens techniques qui sont mis en œuvre par nos amis avec des uniformes. Que ces moyens techniques, ça passe par la fabrique du consentement. Là, je vais reprendre une expression de Noam Chomsky, un linguiste. Donc la fabrique du consentement, c'est de faire croire aux gens qu'on a réponse à tous leurs besoins. L'État, à mes yeux, est devenu une vraie machine à raquettes, c'est-à-dire c'est une structure qui est censée subvenir à un certain nombre de besoins et organiser les choses pour la collectivité. En fait, c'est une structure qui roule surtout pour elle-même et pour une petite caste de personnes qui ont le pouvoir financier et le pouvoir politique, qui sont souvent proches, si ce n'est pas les mêmes personnes physiquement, ce sont des personnes qui sont proches et qui fonctionnent ensemble. Donc voilà, pour moi, le fond du problème, il est là. Allez, fais bien vite. Allez. C'est Bakounine qui expliquait que l'État ne s'expliquait que grâce à l'existence de Dieu, puisqu'en fait on avait inventé Dieu aussi pour justifier l'État. Enfin, l'un et l'autre sont totalement liés, c'est-à-dire la domination d'une façon générale. Le rôle de l'État dans une situation de décroissance voulue ou subie, ce sera n'importe comment de préserver les avantages des classes dominantes. Il faut donc supprimer l'État. La différence peut-être à la CNT, c'est qu'on pense qu'il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour accompagner cette décroissance, la fin du capitalisme, parce que le capitalisme finira, pour que ce ne soit pas un chaos. Il est devenu hélas évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité.
les autres peuples ont compris que quand il y avait une innovation technique qui passait, ça mettait en jeu le social et l'équilibre social. C'est là-dessus que se fondaient les Chinois qui voulaient toujours maintenir l'équilibre, les Chinois anciens bien sûr. Nous avons pris le canon aux Chinois, nous l'avons transformé, nous avons fait un objet de puissance militaire, mais les missiles, ils l'avaient inventé aussi, puisque seulement c'est devenu le feu d'artifice. Les peuples qu'on considère comme primitifs ne sont pas plus en arrière que nous. C'est un autre choix de développement. On se demande pourquoi les Aztèques n'avaient pas la roue alors qu'ils avaient des calendriers pas possibles, des techniques hallucinantes. Eh bien, peut-être qu'ils ne voulaient pas avoir la roue, parce qu'ils connaissaient la roue, ils avaient des jouets avec des roues, mais ils ne l'utilisaient pas, qu'ils ont bien conscience que leur survie dépend de la nature, et que s'ils se mettent à perturber les limites de l'écosystème, ils risquent de périr. Quand le train arrive, il introduit l'idée de l'heure exacte, même l'obligation de l'heure exacte. Il introduit l'idée de mobilité, de rapidité. Le télégraphe, c'est la première fois la télécommunication immédiate. Donc ça crée un autre rapport au monde. La technique, elle n'est pas neutre. Toute la puissance de notre technologie aujourd'hui, elle est fondée sur le feu. Et le feu, c'est cette chaleur qui dévore le monde. Comment, quand on fait un feu dans une surface qui est relativement limitée, puisqu'il y a 10 km en pète au-dessus de notre tête, on pouvait évidemment, on aurait très bien pu imaginer dès 1830, au moment de l'arrivée du train, qu'on allait faire bouillir la marmite. Il y a deux clés du problème, c'est abandonner le feu, et au moins une partie de ce qui constitue le feu comme puissance mécanique, et d'autre part, localiser. Je ne dirais même pas relocaliser, localiser. À partir du moment où on relocalise, on va trouver d'autres technologies. On va se retrouver dans une position, disons, de connivence avec la technologie. Je comprends comment, je ne comprends pas pourquoi. Ouais, voilà, ce qu'on veut, c'est que les gens s'intéressent à ce qu'on dit et à nos idées, à ce qu'on écrit, et pas à nos personnes. Donc de la même manière que nos textes sont pas signés de nos noms, on n'a pas envie d'apparaître à l'image. Ce qui compte, c'est ce qu'on a à dire et les idées qu'on véhicule, c'est pas nous. Alors, les nanotechnologies, on l'a dit, hein, c'est la ligne de front du développement techno-industriel et de la surveillance par l'État aussi sur les populations. Les enjeux, ils sont énormes. Ce sont des investissements colossaux, hein. L'Europe met énormément d'argent là-dedans. Les États-Unis, n'en parlons pas. La Chine aussi, c'est-à-dire que c'est la nouvelle guerre économique, quoi, hein. C'est les nouveaux marchés. C'est ça le prochain vase d'expansion du capitalisme. C'est dans les nanotechnologies qu'il est. Donc il y a une guerre économique mondiale. Et nous, ici, les élus locaux nous disent il faut qu'on y aille parce que sinon, on va se faire battre par les autres, hein. C'est toujours l'argument de la compétition. Donc Minatech, c'est le premier pôle européen des micro- et nanotechnologies. Ça veut dire que c'est des financements à la fois locaux, des collectivités territoriales, mais aussi de l'État, de l'Europe. Il y a beaucoup de financements publics, bien sûr, pour, comme toujours, hein, des profits privés, puisque dans Minatech, on va installer des entreprises privées qui vont développer leurs propres produits et les vendre. Donc il y a un enjeu économique énorme. Et l'autre enjeu, c'est l'enjeu de puissance des États à travers le militaire et la surveillance policière. Puisque l'armée a investi massivement dans Minatech. Il faut savoir que Minatech, enfin le CEA, qui est l'initiateur de Minatech, a signé une convention avec la Délégation générale à l'armement, très tôt, qui permet à l'armée, alors l'armée finance, et l'armée peut choisir les sujets de thèse, orienter les thèmes de recherche et aura accès à tous les résultats produits par les équipes de recherche de Minatech. Et donc nanotechnologie, c'est les technologies de l'infiniment petit. Mais qui dit infiniment petit, dit pas infiniment faible, c'est le contraire. C'est-à-dire que plus elles sont petites, plus elles sont puissantes. En fait, les nanotechnologies, c'est l'hypertechnologie, c'est la démultiplication de la technologie. Et c'est aussi l'antidécroissance, je dirais. C'est-à-dire que face à l'épuisement des ressources, des matières, des procédés, la fuite en avant technologique a inventé les nanotechnologies qui sont censées lui permettre de fabriquer des matériaux qui n'existaient pas à l'état naturel
bon, par l'ingénierie atomique, par le réagencement des atomes, en particulier des atomes de carbone, et donc de surseoir pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, personne ne peut le dire, à la faillite de la société industrielle. Ces nouvelles technologies supposent non pas le dépassement de l'industrialisation, mais au contraire un raffinement de l'industrialisation. Ce n'est pas une société post-industrielle, mais hyper-industrielle, car ces technologies demandent des ressources minéralogiques très précieuses, qui supposent elles-mêmes une source d'énergie pour accéder à ces matières premières et en faire des matériaux industriels. Bref, un ordinateur, pour le fabriquer, un téléphone portable, il faut des ressources minéralogiques et énergétiques qui, pour l'instant, dépendent complètement de nos ressources fossiles. On vend au grand public le fait qu'il aura bientôt des téléphones portables ultra miniaturisés, ultra performants. Il y a l'application FNAC, il y a l'application FNAC et l'application CHU. Ouais, c'est exactement ça. Au rayon FNAC, on a toute la gadgeterie électronique de consommation qui est censée faire briller les yeux des gens. Voilà. Et très souvent ici, les ingénieurs du CEA et de Minatech font des conférences à la FNAC. Donc dans le lieu même de vente de leurs futures applications de leur recherche. Et puis le deuxième volet, voilà, c'est le côté CHU, c'est-à-dire tout ce qui est médical. On va pouvoir réparer les gens, soigner les cancers, etc. Bon, alors ces deux choses-là, c'est les deux jambes en fait de la société industrielle, c'est-à-dire que l'épidémie de cancer, elle est pour nous le résultat de la société industrielle, puisque maintenant il y a de plus en plus d'études qui sortent et qui viennent enfin corroborer ce que disent les gens depuis 50 ans, à savoir que les polluants chimiques partout, l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, les aliments qu'on mange, etc., nous intoxiquent. Et donc si vraiment ces gens voulaient lutter contre le cancer, on leur conseille de façon purement scientifique et rationnelle de s'attaquer aux causes et pas aux effets. Les industries ont parfois, comme pour construire des puces électroniques, ont besoin d'une eau pure. Alors ils vont la chercher à 4000 mètres de profondeur, dans la nappe fossile, notre dernière réserve naturelle. Donc là aussi, le combat va se transformer et sera aussi difficile parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais c'est très important. Le discours sur les bonnes applications, c'est effectivement, ça va être bon pour l'environnement. On va pouvoir dépolluer, par exemple, les sols et les eaux. Alors bon, le seul petit problème, c'est que les nanoparticules elles-mêmes vont polluer les eaux. Donc bon, mais ça, on ne nous le dit pas. On dit juste que dans une première phase, ça va dépolluer les dégâts des technologies précédentes. Et évidemment, comme toujours, en créant de nouveaux dégâts que la prochaine vague technologique permettra de résoudre. C'est la fuite en avant connue, quoi. Et puis aussi, alors il y a tout le discours sur effectivement utiliser moins de matière. C'est toujours un discours technique pour dire on va faire mieux et donc on va continuer à faire pareil, bien sûr, c'est-à-dire à aller vers plus de croissance, plus de consommation et de production, mais en polluant moins. Avec toujours ce discours qui est de considérer les valeurs relatives et jamais les valeurs absolues. C'est-à-dire qu'une voiture qui pollue moins, très bien, mais s'il y a plus de voitures qui font semblant de ne pas comprendre, évidemment, ils le savent. Les réfrigérateurs n'ont jamais autant moins consommé qu'aujourd'hui. Mais on consomme beaucoup plus parce qu'ils sont plus gros et qu'on met un congélateur à côté. Et qu'en plus, on va faire ses courses avec des produits qui sont massivement surgelés et donc qui nécessitent beaucoup plus d'énergie. On économise avec des avions l'A380, c'est l'avion le plus économe du monde. Ah, c'est extraordinaire, il consomme beaucoup moins de kérosène que ses prédécesseurs. Sauf qu'au lieu d'aller en vacances à côté de chez soi maintenant, eh bien, l'espace n'ayant plus de réalité, on va en vacances en Polynésie, on va en vacances à l'autre bout du monde. Donc ce sont des illustrations de ce fameux effet rebond. Alors on a une façon que l'on propose, nous, pour contrecarrer cet effet rebond, c'est ce qu'on appelle l'effet des bons. Eh bien, l'effet des bons consiste à se dire, je ne vais pas adapter mes dépenses à mes revenus, mais je vais faire en sorte d'avoir des revenus qui vont me permettre de couvrir mes besoins. Et quand j'appelle mes besoins, je parle des véritables besoins, c'est-à-dire de ce qui m'est nécessaire pour vivre. Et à ce moment-là, on remet en question l'origine même de nos revenus. Et on se prive de la tentation
d'acheter des produits dont on n'a absolument pas besoin. Et on se limite aussi de nombreuses frustrations qui, là aussi, font partie de notre équilibre psychologique. Oui, oui, ça fait partie du discours publicitaire des nanos, ça va être bon pour l'environnement, mais en ne changeant rien au reste, puisque de toute façon, il va falloir les consommer. C'est-à-dire, au final, c'est quoi? C'est fabriquer voilà, des gadgets électroniques plus performants, des crèmes solaires plus protectrices, des raquettes de tennis plus rebondissantes, des skis qui glissent plus vite, etc. Donc, c'est de la conso. Acheter, vraiment vous n'avez que ce mot à la bouche. Acheter, acheter, toujours acheter. La nanotechnologie, c'est de la dynamite qui arrive. C'est de la dynamite, c'est la fin de la conception de l'homme tel qu'on l'a. Tu sélectionnes les gosses à l'école sur leur mémoire à apprendre à accepter les règles de l'éducation nationale qui est faite pas pour apprendre à réfléchir, pour apprendre, elle éduque aux règles. Donc si tu es un bon élève par rapport à ça, si c'est ta mémoire qui le permet, si je te colle une puce, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on va changer nos repères, on va les changer de partout. Et ça, c'est des questions fondamentales pour l'instant qui sont complètement éludées. Personne ne veut en parler. Et on ne veut pas en parler parce que les gens ils t'expliquent sur leur peur on va nous bloquer les crédits. Alors c'est 1000 milliards, pour savoir qu'il faut... tu vois ce que je veux dire? On joue sur 1000 milliards, il te faut 77 milliards pour régler par an d'euros la fin dans le monde et l'infrastructure. On ne les trouve pas, mais on trouve 1000 milliards pour aller sur les nanotechnologies. Personne ne veut discuter de ce qu'on va en faire. Donc là, il y a des réflexions à avoir. Et notre problème, c'est qu'il y a des réflexions éthiques à avoir. Et l'éthique, chez nous, elle n'est pas très loin de la morale, c'est une évidence. L'important, ce n'est pas de vivre, moins encore de réussir, c'est de rester humain. Les peurs de la nature, de la mort, de la sexualité sont à l'origine des innombrables névroses conduisant aux graves crises identifiées. Alors par exemple, les peuples traditionnels, quand on leur dit qu'est-ce que la nature, ils disent la nature c'est nous. La nature c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire qu'ils le vivent comme, ils se vivent comme un élément à part entière du cosmos. Nous, il y a nous d'un côté et il y a la nature de l'autre. La civilisation, la culture et la nature. Ne plus penser en termes de dire, bon, il y a donc la montagne, il y a les animaux, il y a l'atmosphère. Comment on peut agencer tout ça en service de l'homme? Eh bien, ça, il faut oublier ça. Quand on parle d'environnement, on parle par rapport à l'homme. C'est-à-dire ce qui vit et ce qui va conditionner la vie de l'homme. Alors, quand on parle de nature, eh ben, l'homme, il est lié, mais comme n'importe quel animal et comme n'importe quel mammifère qui l'est, mine de rien, on n'est pas autre chose. La nature, c'est d'abord partout. C'est pas uniquement dans les réserves, justement, comme on dit, les trucs qu'on a mis en réserve et qu'on veut en plus dominer, contrôler. Le problème, justement, c'est de cette non-rencontre entre l'homme et la nature, entre l'homme et sa propre nature et entre l'homme et la nature extérieure. Et que, justement, on devrait réapprendre à côtoyer et à fréquenter la nature. Mais ce vivant et contre l'homme, on peut le rencontrer au fond de son jardin. Sauf qu'on est dans une société où le mental dirige tellement tout, où on veut tellement devenir des ordinateurs sur pattes, où Terrasson aurait dit des statues de sel, qu'on les nie ces tripes-là, on les nie ces émotions-là. Mais pour autant, elles sont là, et pour autant, c'est elles qui nous dirigent. Et ça se traduit effectivement au niveau individuel. C'est-à-dire que vous avez chez les gens cette peur de la nature, donc comme vous disiez, qui est certainement liée à la peur de la mort, mais qui est aussi liée à la peur de la sexualité. Donc si on prend l'exemple de l'épilation, donc qui nous tient à cœur, on voit que ce que font les gens, c'est ils essayent d'atteindre une sorte d'idéal du corps qui est en fait un idéal d'une machine. C'est-à-dire il s'agit de se stériliser, de se désodoriser, d'enlever les poils, c'est-à-dire finalement ce qui pourrait rappeler notre animalité. On est dans une société où on devrait être immortel et jeune toute la vie. C'est clair qu'on nie la naissance, on met ça hyper médicalisé, le côté animal du fait de porter un enfant, d'accoucher, d'avoir un bébé contre soi qui tète. Les primes verts et la nature ont un défaut grave. Elles sont gratuites. L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. Est-ce aller trop loin que de penser que l'allure puissamment organique du bocage renvoie à notre nature mortelle et que la peur de la nature vient de là? On a commencé par vivre
avec la nature. On a vécu ensuite en se battant contre la nature. Il a fallu transformer la nature. Ça, c'est l'époque actuelle qui se termine. Eh bien, pour vivre contre la nature. Et aujourd'hui, on vit vivre sans la nature. C'est-à-dire que l'homme pourrait lui-même être à l'origine même de la vie. On est en train de faire des recherches sur la fécondation extra-utéro et des grossesses sans mère. Il ne s'agit plus maintenant de mère porteuse, il s'agit de ne plus avoir besoin d'êtres humains pour engendrer d'autres êtres humains. On a détruit la nature, on a détruit notre rapport avec la nature. Et ça, il y a quelque chose de morbide. Mais même aujourd'hui, dans les nanotechnologies ou de ce dont on parle, ou même au niveau de Marx, quand il parle du travail mort, toutes les technologies sont faites pour nous séparer de notre action. Et nous rendre inutiles, en fait, nous déresponsabiliser. Il faut changer un peu la vision de notre société qui est très mortifère, quoi, qui est judéo-chrétienne. Ça déteint de partout, ça. C'est-à-dire qu'elle nous renvoie, c'est très mortifère, c'est « n'ayez pas peur » de Jean-Paul II. Je vous fais peur et puis je vous dis « n'ayez pas peur » et puis je suis là. C'est ce système-là de la victimisation qu'il faut casser. Mais il faut apprendre à vivre tout au long de sa vie. Et ce qui t'étonnera davantage, il faut, sa vie durant, apprendre à mourir. La mort, de toute façon, c'est l'ultime dépouillement de tout ce qu'on a ramassé. Après, il faut voir qu'est-ce qui reste quand on a tout perdu. Et peut-être s'il reste que, justement, la lumière des yeux, le rayonnement sur un visage, et on se dit, mais où est l'important? C'est parmi les gens qui ont des vies comme ça, plus intéressantes et basées sur la vie, qui arrivent à bien mourir. Ça, c'est mon observation au quotidien. Et il se trouve que dans les gens riches, couverts d'honneur, qui ont fondé une famille, qui ont des amants, des maîtresses, enfin ce qu'ils veulent, qui ont les jeunes d'honneur, qui ont tout ça, on devrait trouver les gens les plus heureux sur notre planète et qui meurent le mieux. Ben, c'est pas ceux qui meurent le mieux et de loin. Donc il y a un bug quelque part. Et ce bug sur la peur, il faut y réfléchir. Et moi, c'est comment faire passer que c'est sur la vie qu'on va s'en sortir et pas sur la mort. Hé Gérard, jette-toi dans les buissons d'épines, c'est bien là aussi. Gérard, regarde, il n'y a rien pour les handicapés. Robert, attends-nous. Robert, on est là. Il n'y a plus aucun signe distinctif par rapport au transport d'un corps aujourd'hui, d'un endroit à un autre, de la maison à l'église ou de l'église au cimetière. Ce qui fait qu'on pose le mort devant le cimetière, la famille l'accompagne vite fait à la tombe sur 50 mètres et c'est réglé, tout le monde s'en va de son côté. La fête qu'il y avait après n'existe plus aujourd'hui, c'est très rarissime. Moi j'ai assisté à des enterrements récents. Tout le monde s'en va dans son coin. Il y a même la famille. Ça réunit plus beaucoup de monde. Ça réunit que les proches. Donc, ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, la famille, la mort n'est plus considérée comme un événement de passage, mais bon, comme un truc qu'on se débarrasse plus ou moins. Et il reste encore du marché autour de la mort, évidemment. Tous les coûts des choses qui sont chères. Mais à part ça, il n'y a plus ce rituel de deuil qu'il pouvait y avoir avant, collectif, qu'on peut trouver encore dans certaines sociétés, dans d'autres pays, dans plein de pays, en particulier en Asie, en Afrique. En Afrique, les enterrements durent 48 heures, 36, 2 jours, 3 jours. La mort, ça correspond en fait à aujourd'hui comment est traitée la vieillesse, c'est-à-dire qu'on vient de plus en plus vieux et on nous tient de plus en plus longtemps en vie. Pour des raisons, on ne sait pas pourquoi, souvent pour des raisons financières, je pense. On met les vieux qui peuvent plus s'autosuffire dans des espèces de maisons mouroirs où tu payes super cher pour avoir une place si tu veux un truc décent. Quand tu es plus productif,
tu peux encore être consommateur, c'est-à-dire que ta première période, quand tu arrêtes le travail, tu es en retraite. Donc là, tu es un consommateur en retraite, tu peux consommer du tourisme, donc tu es encore considéré. À partir du moment où tu es plus... tu peux même plus faire de tourisme ou des choses comme ça, ou acheter dans les supermarchés. On te met au rebut, au rancœur de la société. Et là, on attend que tu meurs et on te fout dans un trou. T'oublies vite. C'est un plaisir de voir qu'on est soutenu dans les moments difficiles, hein, quand même. Merci la cigarette, hein, quand même, c'est bien. Vous savez, quand je regarde des photos de personnes comme les Indiens, je les trouve magnifiques. Même des personnes pauvres, qui n'ont rien, mais leurs yeux, mais ça, quand je les vois, je me dis, mais ce sont des êtres pleins. Alors que quand je vois ces femmes qui se liftent de partout, elles ont des regards vides. Je vois une dame qui est au courant de son diagnostic, on en est quand même là en médecine et tout, qui sait qu'elle va mourir, qui sait qu'on a du mal à la sortir de son cancer, on passe 4 mois en chameau stérile, on finit par la sortir, et puis c'est une journée comme aujourd'hui, quand il y a un super soleil dehors et tout, 6 mois de galère, et là tu te dis on va gagner, je sais pas combien de temps, on verra, on n'est pas descendu, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être rien, peut-être 6 mois, on ne sait pas encore, hein, c'est pas le problème. Et je lui disais, waouh, ce soleil, vous voulez pas aller faire un petit tour dehors et tout. Et là, elle me dit, même couverte, j'ai peur d'attraper froid. Et là, toi, tu dis, aïe, 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 aïe. Au bout, il devrait y avoir un accomplissement. C'est cet accomplissement qui fait qu'on peut se dire, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais il faut déjà savoir qu'on a quelque chose à faire. On se dit, la vie est courte. Et on se dépêche de la raccourcir en pensant à autre chose. Tout est fait pour que les gens se croient libres. Et donc la liberté sexuelle fait partie aussi de cette illusion. Et effectivement, elle est entretenue par le fait, comme vous dites, que les images de sexualité sont omniprésentes. Mais en fait, si on regarde bien ces images, et en particulier les plus emblématiques qui sont les images pornographiques, je parle de la pornographie dominante, on voit qu'en fait, et d'ailleurs Ariès lui-même le dit quelque part dans un de ses livres, il parle de désexualisation de la sexualité. Il en parle, je pense, à propos des images publicitaires, mais ça s'applique parfaitement aussi à la pornographie. C'est-à-dire que c'est une représentation de la sexualité qui est mécaniste, où l'acte sexuel est réduit à la manipulation d'objets. C'est-à-dire les corps, les personnes deviennent des objets que l'on manipule dans une visée sexuelle. Et en fait, c'est une sexualité complètement morbide, où je dirais la pulsion vivante, l'amour vivant, la sexualité naturelle entre guillemets, n'existe plus. Je trouvais que la sexualité, ma sexualité en tout cas, elle était vraiment pas si simple que ça. Que je trouvais ça compliqué, que mon plaisir il était vraiment loin d'être simple et acquis, et qu'il y avait des blocages, voilà. Je m'en sortais pas trop. Et puis je me suis rendu compte très vite que d'en parler ça faisait beaucoup de bien, et que surtout on était en fait très nombreux à être dans le même bateau, voire tous. On est allé voir 52 personnes entre 18 et 82 ans, de tous âges, sexe, origine sociale, culturelle, religieuse, tout ça. Et on leur a posé 80 questions sur leur sexualité. Jamais on n'aurait soupçonné que parler de sexualité et de plaisir, parce que c'est quand même un peu le nœud du spectacle, le noyau, le cœur, poserait autant de questions, de difficultés, de conflits, voilà. Donc c'est un spectacle qu'on a beaucoup joué, mais en même temps avec pas mal de difficultés à être programmé finalement, dans tous les milieux, que ce soit d'ailleurs le milieu culturel, militant. Combien de fois par jour tu pèses?
fois. Enfin, des fois. Et combien de partenaires sexuels t'as eu dans ta vie en moyenne? Environ. Parce que je te demande pas encore. Combien en même temps? 3. La peur la plus profonde, finalement, c'est la peur de l'autonomie. C'est-à-dire être vraiment libre, c'est-à-dire pas au sens où on est libre dans cette société qui nous le fait croire, mais être vraiment libre, c'est-à-dire avoir à prendre son destin en main, ça fait extrêmement peur aux gens qui, comme un peu nous tous, sommes réprimés à la base, quoi. Et ce qui est aussi terrible, c'est que on vit dans un monde quand même où on est gouverné par des gens qui recommencent à mettre la main sur la Bible. Et c'est pas anodin, et ça arrive jusque dans nos intimités les plus profondes. On travaille beaucoup sur ce qu'est l'aliénation, c'est-à-dire comment les gens sont amenés à intérioriser un certain fonctionnement mental, un certain mode de pensée qui leur est proposé par le bain idéologique dans lequel on vit, et qui passe notamment par le discours médiatique, par la publicité, mais aussi toutes les images médiatiques, le discours médiatique, qui fait que sans s'en rendre compte, les gens adoptent certaines formes de pensée, et cette forme de pensée légitime l'ordre social. Moi, un jour, quelqu'un qui était à un poste important à l'Éducation nationale au niveau de la santé des jeunes m'a dit qu'on était à la limite de la pornographie dans notre spectacle, enfin des trucs incroyables, pour ceux qui auraient l'occasion de le voir. Et donc me sort tous les... Voilà, parce qu'on parle de sexualité et de religion, parce que donc elle me dit, mais vous vous rendez pas compte, vous mettez le doigt sur des choses bien trop épineuses et tout ça. Et pour finir pour elle, ce qui était le pire de pire, c'était, et puis le plaisir, on n'en a jamais parlé à l'Éducation nationale, on ne va pas commencer aujourd'hui. Des fellations? Oui, j'aime ça aussi, j'aime faire ça. Ah oui, des pipes! Des pipes! Oh, mais quelles sont tes positions préférées? Je sais pas, moi, par derrière, attaché, la brouette espagnole! Ça doit être très pratique, la brouette espagnole. Il n'y a pas longtemps, on allait jouer dans un lieu... Une semaine avant, on nous appelle en nous disant, écoutez, voilà, on a fait une réunion, on a un petit peu étudié les différents sujets que vous abordez dans votre spectacle, et vraiment non, la masturbation, c'est pas possible. Caresse, caresse le dos. Caresse. Ah, des caresses. Je viens d'avoir un enfant. Et pour moi, c'est une continuité, c'est la même chose. Essayer d'accoucher un tout petit peu proche de mon corps et de mes sensations et du plaisir et tout ça est un combat aujourd'hui. Et pour moi, c'est la même chose, on nous coupe de plus en plus de nos corps et de nos sensations. Parce qu'encore une fois, je crois que c'est la grande voie de sa propre liberté individuelle. Si le bonheur sexuel est relativement rare dans notre civilisation, c'est que les individus ont perdu la faculté de se donner l'un à l'autre. La perte de cette faculté d'aimer est à la fois la cause et l'effet des innombrables névroses de notre époque. Lorsqu'il n'y aura plus d'amants heureux, le ciel perdra sa couleur. Ce qui, je pense, caractérise notre société, c'est le refus d'accepter nos limites. Les limites, et les deux principales limites que je vois, il y en a bien d'autres, mais ce sont les limites de l'espace et du temps. Celles-ci nous sont absolument insupportables. Ça se traduit au niveau du temps par le fait de refuser de voir les cycles. Il y a aujourd'hui un mélange de générations. Des personnes de 50 ans s'habillent comme des gamins de 15 ans. Des femmes de 60 ans accouchent, ça fait même plus parler autour de soi. Un autre exemple, ce sont les crèmes anti-âge. Ça, je trouve ça assez extraordinaire. Maintenant, on est dans l'anti-nature, l'anti-âge. L'âge ne doit pas exister. Et on n'existe dans cette société, justement, que si on est... Alors on dit toujours jeune, beau, riche, intelligent, mais d'abord jeune. Et il faut rester jeune indéfiniment. Donc nous sommes en permanence dans l'instantané. C'est-à-dire que notre vie se résume à une succession d'images instantanées. Ce qui nous empêche de mesurer le temps qui passe.
Et ça, c'est vraiment en rapport avec une peur existentielle. Eh bien, chaque individu a cette peur-là ou a cette illusion qu'en faisant succéder ces instantanés, il va se mettre en marge de sa propre vie. Et donc, passer à côté de la mort. On va vers l'avant, c'est une course effrénée vers l'avant, comme si on cherchait justement nos limites. Est-ce qu'on est vraiment sans limites? Est-ce qu'on est vraiment tout puissant? On cherche peut-être à se prouver ça, je ne sais pas. On a vu la dérive de plus en plus de cette notion de développement durable prise en main par le big business, qui en a fait un nouvel argument de marketing, acheter la nouvelle voiture, elle est beaucoup plus écolo, etc. Bref, on a réussi, il y avait le blanchiment de l'argent sale, il y a eu le verdissement finalement de l'industrie avec cette notion de développement durable qui ne remettait pas en question les fondements même de cette civilisation thermo-industrielle. C'est Einstein qui disait qu'on ne résout pas un problème avec ce qui l'a engendré. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, on met en permanence des emplâtres sur des jambes de bois, comme on dit. Le rapport Stern, le rapport dernier rapport du comité intergouvernemental sur l'évolution du climat, les rapports du World Wide Fund, et puis toutes ces choses médiatisées comme le film de Nicolas Al Gore, La vérité qui dérange, le rapport de Nicolas Hulot, le pacte écologique, etc. Le problème, c'est que tout cela ne nous donne pas une analyse. On oublie d'analyser. Pour comprendre comment il faut s'organiser, il faut savoir d'où l'on vient, de quelle société a engendré ces dysfonctionnements. Et précisément, c'est la société de croissance et c'est de cela qu'il faut sortir. Les savants spécialisés sur cette question, ils en parlent depuis des années, on ne voulait pas les croire, on ne voulait pas les écouter, et il y avait un déni de réalité, au sens psychanalytique du terme, du refoulement. On a refoulé la question. C'est le modèle lui-même qu'il faut changer. Comment est-ce qu'on peut imaginer de laisser ce modèle ravager le monde jusqu'au dernier poisson, dernier arbre, à détériorer toute la vie et venir rafistoler avec du développement durable? Pendant combien de temps serons-nous capables de refouler? Ça, c'est la vraie question. Ça veut bien dire que, y compris si ces fausses solutions nous apportent ces fameux bénéfices négatifs, c'est-à-dire nous enferment un peu plus dans nos problèmes, on ira les chercher quand même parce qu'elles font partie d'un schéma que l'on connaît et qui est confortable pour nous. Quand le changement fait plus peur que le malheur, comment éviter le malheur? Le nucléaire, c'est une énergie qui va nous permettre de nous éclairer pendant quelques décennies, peut-être aujourd'hui 40 ans. Les plus optimistes pensent 70 ans, puisque l'uranium, il n'y en aura plus à ce moment-là. Eh bien, les conséquences de ces quelques dizaines d'années d'utilisation outrancière, de gaspillage de l'énergie, vont s'étaler sur des milliers, voire des millions d'années. On est même incapable de savoir combien. Les entreprises et les gens comme M. Frêche crient au scandale. Comment la gratuité de l'eau? Mais ça va être le gaspillage de l'eau. Alors quand on parle de ça en Bolivie, en Afrique, là ils ne peuvent pas tenir ce discours-là, parce qu'ils se feraient lyncher, là. Hein? 1 litre d'essence, c'est 23 tonnes de matière organique pendant 1 million d'années. Bon, aujourd'hui, on utilise sa voiture pour aller chercher son pain. Bon, bien, pour aller chercher son pain, il a fallu 1 million d'années à 23 tonnes de matière organique. Pour le pique-nique, la citronnelle pour les moustiquets. On est équipé pour les pique-pop et dans Utopique époque. Et on est équipé pour les pique-pop et dans Utopique époque. Y'a des embruns sur la corniche, la chlorophylle sur nos sandwichs, un tire-bouchon pour la bibine et du reggae dans la bine. On est toqué, tout est
ciao Babylone. Et salut ciao Babylone. Casseroles et des gamelles, j'ai ramassé dans les poubelles un caleçon bio, des chemises en tergal, les coups sous main sous la mer. Nos amants pincent pour l'éphémère, les amants pionces dans les primes verts. Moi je crains que ça craque et je crois que ça craint. Y'a du jarnac dans le vibroquin, des balivernes à tous les vents. C'est la saison des boniments. Moi j'entends qu'on est équipé pour les piques et popper dans l'utopique époque. Qu'on est équipé pour les piques et popper dans l'utopique époque. Salaud, salaud. Rassembler tous mes chakras, donner la gougoute à ton chat, pris ma boussole et mon carquois, pour aller traquer je ne sais quoi, des gazelles et des crabes tambours, paraît qu'ils sortent quand il fait lourd. Toi t'as le pare-soleil en Kevlar, des cordes à linge sur ta guitare, on dira ce qu'on veut des zonards, mais on est équipé pour les piques et popper dans l'utopique époque. Hey. On est équipé pour les piques et popper dans l'utopique époque. Hey. Hey. On est équipé pour les piques et popper dans l'utopique époque. On est équipé pour les piques et popper dans l'utopique époque. On est équipé pour les piques et popper dans l'utopique époque. On est équipé pour les piques et popper dans l'utopique époque. On est équipé pour les piques et popper dans l'utopique époque. On est équipé pour les piques et popper dans l'utopique époque. On est équipé pour les piques et popper dans l'utopique époque. L'humanité est devenue assez étrangère à elle-même pour réussir à vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de premier ordre. On est totalement dans l'urgence. Et ce que je n'admets pas, si vous voulez, c'est que l'écologie, on en fasse un paramètre parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on traite l'écologie comme un paramètre et on va traiter d'autres choses. Le lendemain, on crée un Grenelle, etc. C'est absurde parce qu'il s'agit carrément de la vie elle-même, des fondements de la vie. Et si les fondements de la vie sont détruits, ben on peut faire tous les projets qu'on voudra, il n'y a rien qui tiendra. On va pas faire l'économie d'une méga crise financière et économique qui risque de précéder la fin du pétrole. Donc la fin du pétrole ne sera pas vécue en tant que telle, elle sera vécue à travers d'autres phénomènes. Et au même moment, pour mettre une cerise sur le gâteau, on aura les premiers effets dramatiques du dérèglement climatique avec des millions et des millions de réfugiés de l'environnement, etc. Donc on aura à sortir d'une crise qui va sérieusement remettre en cause la mondialisation, avec des conditions matérielles beaucoup plus difficiles. La moitié du pétrole qui reste se trouve au Moyen-Orient, dans la région la plus explosive de la planète. Le problème de l'eau est lié au problème du pétrole, les pompes pour l'irrigation est lié, enfin bref, l'alimentation est liée au pétrole aujourd'hui. Bref, le problème du pétrole me semble excessivement grave, et ce qui m'affole, c'est qu'il n'est pas encore assez débattu, ce pétrole. Oui. On a vu qu'il lisait un texte à l'antenne hier. Hein. Donc je sais que mon métier est quand même de coacher, mais si la personne n'est pas bonne, il ne faut pas me demander l'impossible. Hein. Faut pas me demander l'impossible. Non. Non, c'est pas possible. On voyait qu'il lisait un texte, il ne sera jamais élu. Bon, bah, ça, c'est pas un problème parce que c'est infusible, on peut le remplacer par quelqu'un d'autre. Mais, tiens, d'ailleurs, en parlant de filmer, je vois qu'on est en train de me filmer. Attends. Oui, bonjour monsieur, nous faisons une enquête sur les 4x4 urbains. Vous êtes content? Sur les quoi? Les 4x4 urbains. Parce que vous connaissez les 4x4 de campagne? Oui. D'accord. Donc vous êtes content? C'est pour quelle télé, s'il vous plaît? C'est pour Télé Décroissance. Ouais, et pourquoi pas télé pain au chocolat aussi? Oui, elle est bonne. Enfin, en termes d'impact, télé décroissance, ça me dit rien, ça. C'est nouveau, ça vient de sortir.
Et vous êtes content de votre 4x4 alors? Ça consomme pas trop? Vous en servez? Si je suis content de mon 4x4, oui, je suis content de mon 4x4. C'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu une famille. Hein. C'est un peu... bon, il y en a qui ont des chiens, moi j'ai un 4x4, voilà, tout simplement. Il y a un rapport affectueux, hein. C'est-à-dire que c'était un modèle de H&N Cronenpurst qui a 9000 chevaux sous le capot. Donc ça permet une vitesse de pointe entre 310 et 340 sur l'autoroute, sachant que je connais le préfet, donc au niveau radar automatique, vous me comprenez quoi. C'est un peu pour moi un élément extérieur de richesse. Je suis quelqu'un de décomplexé, car en tant que représentant de l'élite, je ne vois pas pourquoi je me cacherais. L'effet de serre, oui, bah, moi j'y crois pas. La pollution, j'y crois pas non plus. Je veux dire, il paraît que les pets de vache polluent plus que mon 4x4. Alors bon, j'y suis pas rien moi, hein. Les pets de vache, on va pas remettre un bouchon. Voilà. Par contre, pour revenir à cette histoire de raréfication du pétrole, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est encore... si c'est encore la gauche là qui essaye de tirer son épingle du jeu. Au niveau de la raréfaction du pétrole, moi ce qui m'inquiète par contre, c'est je ne voudrais pas qu'on me l'abîme et qu'on vienne la nuit se servir au niveau du réservoir. Hein. J'ai une capacité d'1 hectolitre hein, là-dedans. Hein. J'ai plus de 500 litres de gasoil. C'est pas du fuel domestique, hein, c'est du vrai. Donc c'est pas d'huile de kebab non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait un peu peur, vous voyez, cette société un peu à la Mad Max qu'on nous dépeint, où aux hordes, c'est tous ces chômeurs et qui nous agresseront comme ça, les fusils à pompe, enfin je ne sais trop quoi. Moi je n'en dors plus. C'est pour ça que depuis quelques temps je dors dans mon 4x4. Quand je suis en déplacement en ville, je dors dedans. La vie est une vraie jungle. C'est la loi du plus fort. Et sur la route, c'est pareil. Il y a des prédateurs, des prédatés. Non, comment on dit des prédateurs et des victimes. Des victimes, ouais. C'est vrai qu'on aurait pu le faire à pied, je veux dire, il y a 400 mètres. Bon. Mais en même temps, il pleut. Donc, c'est-à-dire que ça devient schizophrène. On ne parle jamais de la souffrance des gens aisés qui sont culpabilisés en permanence, quoi. Bon, bah, j'ai envie de prendre ma voiture pour aller au tabac. Il y a 400 mètres à faire alors qu'il pleut. C'est mon droit. On est en démocratie. C'est ce que j'ai à dire. Tout ce qui est arrivé ici sur cette place de la Sorbonne est venu par un véhicule à moteur thermique donc, qui a utilisé du pétrole. Mes habits, pour une part, évidemment, c'est des textiles synthétiques, donc c'est du pétrole. Les médicaments, la plupart de ces médicaments sont issus de la pétrochimie et du pétrole. Et puis, évidemment, les transports, l'alimentation même des produits naturels demandent beaucoup de pétrole. Le chiffre qu'on peut citer, c'est que pour avoir une calorie alimentaire dans son assiette qu'on va pouvoir ingérer, il faut 13 calories en amont pour apporter cette calorie alimentaire dans l'assiette, dont à peu près 8 de pétrole. 1,5 milliard de gens n'ont pas accès à l'eau potable, principalement en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Hein. Que justement, des ressources naturelles existent, mais elles sont privatisées, confisquées, qu'on a même vu dans des pays où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau pour la population, d'eau potable. On a vu des bases militaires américaines ou des industries comme Coca-Cola ou Nestlé s'installer au Brésil, au Paraguay, en Argentine, pour aller chercher de l'eau de la nappe phréatique pour en faire de l'eau en bouteille, alors que la population locale en avait vraiment besoin. On dit souvent dans les médias les plus classiques que les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Pakistanais, l'Afrique du Sud, c'est des pays émergents qui vont bientôt nous rattraper, quoi. Il y a cette notion complètement stupide de rattrapage, ils vont bientôt vivre comme nous, avec des bagnoles, avec des téléphones mobiles, des téléviseurs, autant que nous. Jamais ça n'arrivera, jamais. Non pas qu'ils n'en aient pas envie, bien sûr, ils sont fascinés par ce que j'appelle l'exubérance matérialiste du monde occidental, mais ils ne le feront pas pour des raisons proprement matérielles. Il n'y aura ni assez de pétrole, ni assez d'acier, ni assez de ciment,
ni assez d'aluminium, de cuivre, de tungstène, de zinc, de nickel. Jamais il y en aura assez pour la soif des Chinois, la soif des Indiens. Et comme il n'y en a pas assez pour la Terre, simplement parce que la Terre est un monde fini, et donc c'est à nous, les Occidentaux, 1 milliard, 1,5 milliard de personnes, de montrer qu'on peut vivre mieux en vivant beaucoup moins, en utilisant les ressources minérales et fossiles de la Terre. Le monde contient bien assez pour les besoins de tous, mais pas assez pour la cupidité de chacun. Nous, au nord, nous devons réduire considérablement notre empreinte écologique, donc diminuer notre prédation pour laisser plus d'espace au sud. Pour permettre aux Africains, par exemple, de sortir de la misère et même des situations de famine ou d'extrême pauvreté dans lesquelles nous les avons condamnés. Le pays qui consomme le plus d'eau dans le monde, c'est l'Australie, plus de 1000 litres. Les États-Unis, entre 600 et 800 litres. Nous, autour de 150 litres d'eau environ. Et certains pays d'Afrique, du Moyen-Orient, sont à 5, 10, 20, 30 litres maximum. Donc il y a une grande disparité. La question que tu me posais tout à l'heure sur le plan, est-ce que tu penses que le problème du XXIe siècle, ça va être que l'eau va remplacer le pétrole en termes de conflit? Moi, je le pense vraiment. Je pense que le partage des eaux, si on ne trouve pas une instance internationale démocratique, transparente, qui permette justement de partager cette eau. C'est la civilisation industrielle qui est en question, pas uniquement le capitalisme industriel. La preuve, c'est que le système soviétique était un capitalisme d'État et non pas un capitalisme libéral, et c'est en tant que civilisation industrielle qui s'est cassé la figure. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent et refusent d'intervenir. C'est l'horreur, le foncier. C'est un des problèmes les plus graves. Et moi, élu à Pamiers, j'essaye aussi de pousser la mairie, le maire, à dire, bon, il y a des trucs qui se libèrent, y compris en agriculture, dans le périmètre, dans l'intérieur de la commune de Pamiers. Il faut acheter, il faut préempter, il faut installer des gens sur des surfaces moyennes, petites. Et ensuite, il faut que les gens de Pamiers fassent vivre ces gens-là. Enfin bon, il y a tout ça derrière. Tu comprends? Parce que la FNSEA et l'agriculture en ce moment, européenne, elle ne va pas dans ce sens-là. Cette politique foncière, elle devrait mettre les biens communs, protéger les biens communs, les soustraire à la spéculation. Parce que qu'est-ce qu'on va devenir quand toutes les terres seront bétonnées, seront détruites, il y aura des routes partout, on va manger quoi? Un des problèmes que rencontrait et qui rencontre encore aujourd'hui la plupart des gens qui s'installent à la campagne, c'est des problèmes d'investissement sur le foncier parce qu'il y a une spéculation immobilière et foncière terrible qui ne laisse plus la place à des gens qui veulent mener des activités en milieu rural. Un jour, nous manquerons de nourriture, même dans les pays dits développés. Donc il faudra bien, et cette poussée, tous ces gens-là, disons, qui sont hors sol dans les grandes villes, et qui demandent à manger, mais sans participer à la reproduction de leur nourriture. Eux, ils demandent qu'à manger, mais ils ne participent pas à la reproduction. Ben, vous avez actuellement un déséquilibre entre ceux qui peuvent nourrir des masses concentrées dans les villes et la densité, la capacité de ceux qui peuvent le faire. On a participé à la création d'une SCI qui s'appelle Terre Fertile, à Paris, où c'est 4 hectares qui devaient partir à la spéculation immobilière. Il y a des AMAP qui nous ont contactés en disant on aurait besoin d'un coup de main pour monter ça. On a monté avec les AMAP une SCI avec 1600 apporteurs de parts, grâce au réseau des AMAP, des Biocop. Et ces 1600 apporteurs de parts nous ont permis de récolter, je crois que c'est 160 ou 180 000 euros qui nous ont permis d'acheter ces terres qui aujourd'hui sont cultivées par des maraîchers bio et qui distribuent des légumes en AMAP à une partie de ces 1600 apporteurs de parts. On est dans la revendication du droit à un logement choisi. On est dans la revendication de pouvoir utiliser des terres actuellement inutilisées, notamment les déprises agricoles, pour des installations respectueuses de l'environnement et des installations qui ne demandent rien à la collectivité, qui ne demandent pas forcément qu'il y ait une viabilisation, une route bitumée, etc., etc. Bien au contraire. Relié après le travail qui a été fait sur le foncier,
travaillent sur la question de l'habitat, mais ne travaillent pas sur la question de l'habitat à travers l'écologie, l'habitat mobile, éphémère, l'habitat groupé, le logement social. Non, on veut avoir une approche globale de la question. Donc c'est pour ça qu'on met, dans le cadre de nos rencontres là aujourd'hui, depuis 1 an et demi, 2 ans, et encore pendant quelques années, des gens à l'EM, Cantercey, Atelier Blanc, à Bicop, Habitat Humanisme, Habitat et Développement, enfin des tas de gens qui travaillent sur cette question-là, pour arriver à avoir une vision globale et cohérente, et qui va donner du sens. Des installations qui partent beaucoup plus sur le principe de l'autonomie énergétique, de l'autonomie en eau, en assainissement, etc., avec une faible densité de population et en même temps qui permettrait aux gens de subvenir à leurs besoins. Cultiver son jardin, comme disait Voltaire.